Bienvenue à tous sur Afro-Web TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV en collaboration avec FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Au micro et à la réalisation pour votre homme serviteur Moïse Agbenigan pour conduire ce débat africain de tous les samedis, ce débat qui rassemble nos invités de marque qui nous donnent de leur temps. C'est vrai que vous devez nous écouter en bonne et due forme puisque c'est la qualité qui marche avec nous. On ne fait pas de production sans qualité, surtout avec la compréhension, surtout l'accord de nos invités qui nous ménagent aucun effort pour soutenir également ce média que vous adorez tant. Merci de partager également cette émission avec les uns les autres puisque vous êtes au bon endroit pour discuter de la Covid-19, de la reconnaissance du pass sanitaire numérique par l'UE et ses certifications. Et également, donc, nous parlerons en seconde partie de cette émission des difficultés et des défis de la jeunesse africaine face aux politiques. Voici donc la nomenclature donc, de votre émission que vous suivrez aujourd'hui avec Monsieur Classio Kutoglo consultant politique, et M. Gilbert Wadja, analyste politique, qui nous honore tous de leur présence en ligne aujourd'hui, et surtout M. Wadja qui est au studio avec nous. Merci à tous de nous recevoir chez vous. Pour vous qui voulez participer à cette émission, composez tout simplement le +1 319 462 89 79. Partagez le lien puisque vous êtes nombreux à nous demander une box, le lien de nos émissions, ou allez tout simplement sur afrowebtv.com/live. Alors, mesdames, messieurs, nous allons aborder le premier sujet donc, qui concerne la Covid-19. Aujourd'hui, le pass sanitaire est reconnu par, surtout le pass sanitaire numérique est reconnu de par le monde, par l'UE, l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a des certifications qui sont données à certains pays, même le cas du Togo qu'on va aborder également dans cette émission. Mesdames, messieurs, nous allons poser la première question à M. Classio Kutoglo sur son analyse qu'il fait par rapport à ces certifications, surtout à l'arrivée du pass numérique reconnu par l'Union européenne. M. Classio. Oui, il faut le dire. Moi, comme nous le disions tantôt, je suis dans le domaine médical, plus précisément dans le domaine pharmaceutique. Je peux témoigner de la dangerosité de cette pandémie COVID-19. Bon, aujourd'hui, si les processus ou les procédures vont très loin jusqu'à ce que les États, entre eux, commencent par avoir des procédures viables qui peuvent aider, par exemple, à réduire je dirais même cette pandémie dangereuse pour l'humanité. Ce serait quelque chose de très louable, puisque ce que nous visons tous aujourd'hui, c'est que le variant puisse être aussi arrêté. Les pays ont fait des efforts de part et d'autre pour que la première étape de la pandémie coronavirus puisse être réduite. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en face de ce variant qui menace très sérieusement dans certains pays. Bon, aux États-Unis, il faut le préciser, il faut saluer les autorités américaines qui ne cessent de ménager aucun effort pour que ce pays reste toujours ce qu'on appelle un pays puissant et un pays protégé. Bon, ce que les procédures qu'ils ont commencé par utiliser dès le début ont été divulguées. Certains pays ont compris, ont pris ce qu'on appelle le benchmark. Mais aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont dans des situations très dangereuses. Si on ne trouve pas des solutions rapides et viables, je pense bien que le coronavirus tue, et tue sérieusement dans certains pays. Donc, c'est quelque chose, une initiative louable. Moi, je ne peux qu'encourager cela et que ça continue. Les États les présidents puissent prendre conscience de cette réalité pour que nous puissions venir à bout de cette pandémie qui nuit d'une manière gravissime l'économie, la politique, le social et tout. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.
Un nouveau variant qui vient d'être connu donc, du côté des autres pays, surtout en Afrique du Sud, où on constate une hausse également donc, de la contamination aujourd'hui. Alors, Monsieur Ouadja, quand par exemple on assiste aujourd'hui à une nouvelle vague de la COVID-19, comment est-ce que c'est parce que nous ne nous protégeons pas assez ou ça c'est parce que les vaccins n'ont pas leur effet selon vous? Vous faites partie aujourd'hui de la société civile. Certes, vous pouvez également nous donner votre point de vue là-dessus. COVID-19 est que les pays, dans un premier temps, ont voulu être un peu en réserve, vouloir protéger surtout les pays développés, protéger l'intérêt de leur pays d'abord avant d'apporter assistance aux pays sous-développés. Et c'est ça qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. C'est une réalité. Chacun doit protéger son territoire. Mais quand on est en face d'une pandémie mondiale comme Covid-19, il faut s'assurer que toutes les décisions qu'on prend arrivent à toucher la grande majorité sur la planète, ce qui permettrait d'éviter de nouvelles contaminations et effectivement les variants qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, ces variants ne sortent pas parce qu'on ne se protège pas trop, mais c'est parce qu'il y a toujours des nouveaux cas et qu'on cherche à vacciner les gens. Donc le virus essaie de créer des nouveaux variants pour contourner le vaccin. Donc les vaccins, d'abord, tout le monde le sait, on nous a dit au début, ce vaccin n'est pas purement un vaccin préventif, puisqu'on a au moins le vaccin préventif et puis un vaccin thérapeutique. Mais ce cas de Covid, c'est un vaccin que moi, personnellement, je qualifie d'un vaccin palliatif parce qu'il n'est ni préventif ni thérapeutique. Mais il peut pallier. C'est ce qui se passe. Puisque les gens qui ont eu le vaccin arrivent à avoir le Covid. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas quand même l'attribuer le titre d'un vaccin préventif. Mais lorsque les pays développés ont commencé à vacciner leur population en masse, on a vu un retard au niveau des pays sous-développés, surtout les pays africains par exemple, qui n'avaient pas de moyens d'avoir accès aux vaccins. Et étant dit qu'ils ne fabriquent pas aussi des vaccins, ils n'arrivent pas à produire des vaccins, ils étaient limités en termes de vaccination. Donc, déjà, il y a une interaction, il y a des voyages, il y a des gens qui voyagent tous les jours. Il y a des millions de personnes qui voyagent à travers le monde tous les jours. Et quand on veut faire face à une pandémie globale de ce genre, il faut tenir compte de ceci et pouvoir vacciner en masse tout le monde. Pas seulement cibler les pays. Bon, peut-être que nos pays ne font pas trop d'efforts, pas des pays sous-développés, ils ne font pas trop d'efforts pour pouvoir aussi émerger et trouver des solutions à cette pandémie. Concernant le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, un pays où on dit qu'il y avait une société, une compagnie subsidiaire de Johnson & Johnson qui fabrique des vaccins en Afrique du Sud. Mais nous avons constaté avec amertume que ces vaccins ont plus servi l'Europe que l'Afrique du Sud. Vous comprenez que les pays développés qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir acheter ces vaccins, ils se sont procuré le vaccin produit en Afrique du Sud qui normalement devrait être vendu sur le plan continental pour pouvoir aider aussi les pays africains à s'en procurer. Les pays européens étaient les premiers à se procurer de ces vaccins et en masse. Ce qui limitait même le vaccin en Afrique du Sud, il n'y avait même pas assez. Alors que tout le monde sait, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché. Donc il fallait à un moment donné considérer l'effet du Covid sur le plan mondial que de vouloir privilégier seulement certains pays développés. C'est ce qui a causé un peu les nouveaux variants qui sortent de jour en jour. Merci. Aujourd'hui, on se protège malgré qu'on se protège, malgré qu'il y a la COVID-19.
Les masques, on respecte les gestes, tout ce qu'on demande de faire. Mais il y a toujours une nouvelle vague qui commence par venir. Et aujourd'hui, les gouvernements ont pris des décisions pour pallier. Bon nombre de gouvernements, hein, ce n'est pas seulement le cas de l'Afrique de l'Ouest, dans le monde entier, ont pris des décisions pour pallier à ces gens, à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, quand on parle par exemple le cas du Togo, euh, on exige, soit le gouvernement togolais exige à ce que les fidèles des églises, soit même pour les mosquées, pour toutes les religions, on ait un pass vaccinal avant d'avoir accès à ces religions. Quelle lecture faites-vous, M. Claxio? Vous savez, si nous parlons d'une lutte contre cette pandémie, il y a certaines choses qui se font dans certains pays, sont des choses, on ne trouve même pas de l'adjectif pour les qualifier. Bon, j'écoute les gens. Par exemple, vous venez de citer un pays particulier comme le Togo, où on pense que la force peut tout faire dans un pays. Moi, je vis aux États-Unis, régulièrement aux États-Unis, même si on voyage beaucoup, mais États-Unis, quand vous voyez les procédures, la manière dont la sensibilisation, la mobilisation, les procédures ont été mises en place, aujourd'hui, vous voyez, on permet aux gens quand même de ne pas même utiliser des masques à des niveaux. Seulement dans les hôpitaux, dans les services et dans plusieurs États aujourd'hui, bon, on n'exige pas tellement certaines conditions. Là où on traite les gens, par exemple au niveau des hôpitaux, les conditions restent intactes. Vous allez porter des masques, vous allez observer la distanciation, vous allez faire tout cela. Mais quand vous rentrez dans les villes, quand vous rentrez dans vos maisons, les choses sont réduites un peu. Cela veut dire que les techniques utilisées dans ces pays-là, plus précisément les États-Unis, les techniques ont été efficientes. Bon, maintenant, dans nos pays sous-développés, où les choses sont tellement dans un système purement dictatorial, on patauge. Il faudrait qu'on le dise très clairement. Par exemple, au Togo, on exige aujourd'hui le pass à certains niveaux. On peut organiser même ces églises d'une manière ou d'une autre pour que les gens puissent comprendre effectivement quelle est l'importance ou bien quel est le dégât que le Covid là, la maladie là, fait sur l'économie, le politique et tout cela. On n'a pas besoin par moment d'utiliser la force dans chaque chose pour pouvoir avoir les résultats. Vous savez, quand vous utilisez par moment la force dans chaque chose, surtout dans le domaine sanitaire, où l'homme a le contrôle de sa santé, c'est-à-dire l'individu a le contrôle, le droit sur sa santé, les gens pensent autrement. Les gens pensent que vous allez introduire certaines choses dans leur corps, vous allez vous les obliger à faire quelque chose à cause des intérêts et autres là. Il y a une manière d'éduquer un peuple. Il y a une manière de conduire les peuples. Il y a une manière de conduire des populations pour que les populations puissent avoir confiance en vous. C'est ce qui se passe dans certains pays dictatoriaux comme le Togo, où la force est l'élément central de tout. Sinon, les Togolais sont conscients que la maladie est grave. Les Togolais sont conscients que la maladie existe. Mais c'est la méthode et la procédure qu'utilise l'État, c'est-à-dire ces mécréants qui ne comprennent en réalité certaines techniques de sensibilisation dans un pays normal, qui fait que la population est réticente. C'est ce qui se passe au Togo. On n'a pas besoin de toutes ces gesticulations au Togo pour que les gens puissent comprendre que ceci, c'est pour ta santé. C'est parce que la méthode, la pratique gouvernementale est exécrable. C'est ce qui donne ces résultats-là. Je m'arrête là-bas pour le moment.
Intervention donc c'est le point de vue personnel de M. Classio. Alors, si M. Classio dit des choses comme cela, est-ce que c'est pour dire que les gouvernants ne prennent pas des mesures idoines pour pallier également la COVID, sinon les bonnes décisions pour aider le peuple à pallier la COVID-19? Non, tu m'as pris le mot. Ce sont des bonnes décisions. Ok, il y a des bonnes décisions à prendre. On peut avoir une bonne initiative, mais prendre une mauvaise décision. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays en Afrique. Je pense au début de cette pandémie, nous avions eu l'occasion de faire une émission sur les questions en Afrique, où je disais encore que on n'est pas forcément obligé d'extrapoler ce qui se fait, par exemple en France, pour dire que c'est ça qui doit se faire au Togo, parce que nous avons des réalités qui sont purement et carrément différentes. Donc, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises au début. Par exemple, des chefs de service et même certains ministres au Togo, par exemple, qui ont menacé des fonctionnaires de leur priver de leur salaire s'ils ne prenaient pas de vaccin. Donc, quand on dit quelque chose comme ça, on pousse des gens à se poser des questions. C'est quoi derrière ce vaccin? Parce qu'il y a plusieurs maladies qui existent dans le monde, s'il faut le dire ainsi. Mais il n'y a pas une maladie pour laquelle, ou une pandémie pour laquelle on exige des gens à prendre un vaccin. Plutôt, il fallait aller vers une éducation. Et cette éducation devait passer par beaucoup de services. Par exemple, on a nos églises, on a des chefs traditionnels, on a des mosquées. Ok. Une commission devrait être créée, inclure tous ces gens-là, permettre à ce qu'ils puissent avoir des représentants dans cette commission et éduquer la population sur le bienfait du vaccin et présenter les dangers de la pandémie d'abord et puis ensuite présenter les bienfaits du vaccin, s'il fallait le dire ainsi. Mais quand on fait le pas où on fait moins de communication, d'abord le coronavirus a commencé au Togo, les autorités ont hésité ou ont pris plus de temps pour pouvoir clairement expliquer à la population qu'il y a une pandémie mondiale qui se présente. Le Togo était parmi les derniers pays où les autorités sont prononcées sur ce Covid-là. Et ça, c'est déplorable. Je me rappelle même que, si je ne me trompe pas, c'était l'ambassadeur des États-Unis qui était le premier même à parler du Covid avant même que les autorités togolaises ne se prononcent. Donc quand on fait des trucs comme ça, on informe moins le peuple et puis on ne donne pas on ne dit pas les réalités qui existent dans le monde au peuple. Ça fait que les gens, à un moment donné, vont commencer par être réticents. Nous avons suivi partout dans le monde, sur les réseaux sociaux précisément, les gens ont divulgué des fausses informations sur ce coronavirus. Et partout dans le monde aujourd'hui, il y a l'Internet où chaque personne peut avoir accès à ces informations-là. Et ça a créé une réticence auprès de la population. Et c'est ça qui crée le danger. Donc, aujourd'hui, on prend par exemple une décision pour aller, même pour un service, tout service de l'État, ce n'est même plus certains, tout service de l'État, même aller à un commissariat pour une carte d'identité ou bien quoi que ce soit, on doit avoir forcément un pass sanitaire, soit la carte de vaccination ou bien faire un test PCR qu'il faut payer à ses frais. Et on sait combien ça coûte pour faire cela, le test au Togo. Vous imaginez qu'un citoyen qui manque de moyens, on lui pose une condition, si tu n'es pas vacciné, il faut présenter un test PCR. Et là où moi j'avais déploré cette décision au début, c'est quoi? On envoie au Togo quelques 200 000 vaccins. Et au même moment, on prend une telle décision. Vous comprenez? C'est-à-dire le gouvernement même est conscient qu'il y a un nombre insuffisant de vaccins. Mais on prend une décision qui n'est pas progressive. C'est-à-dire qu'il ne donne même pas un délai pour dire que, par exemple, d'ici janvier, toute personne n'ayant pas été vaccinée doit avoir un test PCR pour pouvoir avoir accès à certains services. Mais cette décision au Togo n'a pas eu de délai. En tout cas, si vous avez une autre information à part ce que moi j'ai dit,
Peut-être que vous pouvez nous donner ça. Mais moi, j'ai vu, la décision était sortie et il n'y avait pas de délai pour ça. C'était à effet immédiat. Donc, ça, ce sont des manières pour pouvoir mettre trop de pression sur la population. Et quand c'est ainsi, il y aura toujours des révoltés. Parce qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. On n'a pas les mêmes informations. Mais il faut aller progressivement pour pouvoir faire comprendre les choses à la population avant de vouloir les imposer cela. Justement que les médias ont joué un rôle très important dans la sensibilisation donc de la vaccination en coronavirus et contre le coronavirus ou soit la COVID-19. Et puis il y a beaucoup plus de sensibilisation dans les langues mineures et autres dans les langues nationales. Et si je me permets de le dire ainsi, alors aujourd'hui on constate qu'il y a toujours de la réticence du côté donc du peuple, du côté donc de des populations africaines à ne pas se faire vacciner parce que on se dit que le vaccin n'est pas efficace. Mais alors que quand on prend par exemple le cas de la diaspora, il y a plusieurs types de vaccins. Par exemple, il y a même la 3e vague de vaccins qui était sortie entre-temps est-ce que ça donne une certaine assurance à quelqu'un qui veut se faire vacciner véritablement, même si on sait qu'il y a carrément des personnes qui se sont déjà fait vacciner? Monsieur Classio. Oui, je n'ai pas tellement compris la dernière partie de votre question. Si vous pouvez me rappeler un peu. Je peux vous le rappeler, il n'y a pas de problème. Je vous posais la question de savoir si on constate que, par exemple, qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vagues de vaccins qui étaient sortis et que d'autres avaient déjà pris la première vague, la deuxième vague. Est-ce que ça donne une assurance lorsqu'on a par exemple des vaccins du côté donc de la diaspora de différentes manières? Par exemple du côté du Canada, il y a même la 3e vague qui était sortie entre temps. Est-ce que ça donne l'assurance à quelqu'un qui veut se faire vacciner comparativement au quelqu'un qui réside en Afrique de se faire vacciner? Ok, merci beaucoup. Parce que ce sont des questions techniques, il faut les comprendre et les répondre de la manière pour que nous ne puissions pas rentrer dans les mêmes choses qui se font sur les réseaux sociaux. Vous savez, dans les pays développés, les choses sont structurées. Mon frère vient de le dire, il faut des étapes à chaque chose. Par exemple, quand le premier vaccin est sorti, on l'appelle... On parle de Pfizer, on parle de Johnson Johnson, on parle de tout cela. Les autorités, les journalistes, les groupes qui agissent sur la population dans une cité ont été organisés. Et puis ensuite, éduquer la population, leur expliquer quelle est la différence entre tel vaccin, comment tel vaccin doit être fait. Pfizer, c'est 2 doses et que Johnson Johnson, c'est 1 dose et que en réalité, il y a d'autres vaccins qui vont sortir, tout cela. Donc, l'éducation au sein d'une société est très importante. C'est le contraire dans nos pays développés. Vous voyez, on ne sait même pas dans nos pays sous-développés, c'est-à-dire le Togo, la Côte d'Ivoire et tout cela, on ne maîtrise même pas le concept de la chose au prime abord. On donne une information, premièrement, au peuple, et le peuple aujourd'hui aguerri, qui utilise l'Internet, qui a des gens un peu partout dans le monde, demandent des informations, viennent contredire même l'information donnée par l'autorité. Bon, maintenant, quand les choses vont dans ce sens, le peuple ne croit pas tellement à l'autorité, ce que l'autorité est en train de dire. Secondo, quand le peuple n'a pas élu un gouvernement ou bien une autorité, légitimement, le peuple a toujours cette méfiance à l'égard de cette autorité. Bon, maintenant, quand on prend par exemple le Togo, chaque chose qui arrive comme désastre dans la vie du Togolais, l'autorité l'utilise doublement. Soit pour une répression politique, ou bien soit pour voler le peuple. Vous prenez par exemple le cas de Covid-19, on vient de parler de passe.
la population, l'autorité connaît ce qu'on appelle le pouvoir d'achat de ce peuple. Il y a certaines procédures que l'autorité ne doit pas imposer à la population. Plutôt, l'autorité, pour faciliter une bonne sensibilisation, une bonne mobilisation pour la réduction de cette pandémie, l'autorité prend ses responsabilités pour pouvoir essayer d'alléger la situation au peuple, à la jeunesse, à la population. C'est ça qui amène ce qu'on appelle une confiance mutuelle entre le peuple et l'autorité. Même si on sait que nous sommes dans un régime dictatorial et que le peuple en majorité n'a pas confiance à l'autorité, il y a certaines procédures qu'on doit mettre en place pour instaurer cette confiance entre le peuple et l'autorité pour que les choses puissent aller très rapidement. Au Togo, ce n'est pas le cas. On utilise seulement les armes et la force animale contre le peuple pour quelque chose qui est normal. Mon frère vient de le dire maintenant, il faut savoir prendre les décisions. On peut prendre par moment une bonne décision et avoir une mauvaise technique ou bien une mauvaise méthode ou bien une mauvaise procédure. Vous voyez? Donc, au Togo, c'est ce qui se passe. Les gens, moi j'écoute les gens sur les réseaux sociaux, je reçois les gens qui posent des questions. Les gens comprennent effectivement que la maladie existe. Mais les gens n'ont pas confiance en l'autorité. Les gens sont même allés jusqu'à dire que les vaccins qu'on leur envoie au Togo, ce n'est pas un bon vaccin. C'est parce que le peuple n'a pas confiance à ce gouvernement. Par rapport à cela, vous regardez les États-Unis, tout ce qu'on nous présente, vous allez dans les centres de vaccination. Moi-même, j'ai dirigé les centres de pharmacie dans les campagnes de vaccination. Personne ne se pose cette question. Le peuple, la population est confiante. La population arrive, la population a confiance au healthcare. La population a confiance à l'autorité, que l'autorité ne peut pas envoyer n'importe quelle chose dans leur corps. Parce que l'autorité démontre qu'elle est une autorité légitime. Bon, maintenant, à part cela, il y a certaines personnes qui ont certaines raisons religieuses, une certaine raison et autres là. On ne peut pas aussi leur refuser. C'est pourquoi, dans les pays développés, le vaccin est optional. C'est-à-dire, c'est une option dès le départ. Et puis ensuite, progressivement, dans les services, on est en train de durcir les conditions pour que tout le monde puisse être vacciné. C'est ça. Tout revient de la procédure, de la méthode. Or, dans nos pays sous-développés, dans nos pays dictatoriaux comme le Togo, on pense que la force résout tous les problèmes. www.afrohubtv.com. Sur Afrohub TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. Afrohub TV, disponible sur YouTube et sur www.afrohubtv.com. Afrohub TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afrohub TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur Afrohub TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrohubtv.com et sur notre chaîne YouTube.